Eh bien, bonjour, bienvenue à notre webinaire dans le cadre de l'événement 24 heures RH de Parlons RH. Merci d'être parmi nous et à Parlons RH de nous accueillir pour recueillir notre point de vue sur les évolutions du recrutement. Je m'appelle Peggy Renaud, je suis content manager chez Pearson Talent Lens. Claire Eschliman et Estelle Calestropa, toutes les deux psychologues du travail et consultantes RH chez Pearson Talent Lens, vous proposent ce matin un éclairage sur la thématique du recrutement par les compétences. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via ce chat. Nous allons les enregistrer et je les poserai à Claire et Estelle à la fin du webinaire. Claire et Estelle, je vous laisse la parole. Merci Peggy, bonjour à tous. Je suis Estelle Calestroupa, je suis psychologue du travail et consultante grand compte au sein de Pearson. Alors, pour vous donner un petit peu de visibilité sur mon parcours avant d'intégrer Pearson, j'ai évolué un peu plus de 10 ans sur le secteur de l'IT et du numérique. J'ai travaillé dans une première partie en interne au sein d'une ESN sur de la gestion de projet, autour de la définition de référentiels de compétences, autour de la construction de processus de recrutement, sur de la formation aussi à l'évaluation pour les recruteurs et les managers recruteurs. Et puis j'ai mené aussi du recrutement opérationnel. Et sur une seconde partie, toujours dans le secteur du numérique et de l'IT, je me suis associée au sein d'un cabinet de chasse de tête. Et aujourd'hui, je suis ravie donc de présenter ce webinaire avec Claire. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Claire Eschliman, psychologue du travail, consultante grand compte chez Pearson Talent Lens. Je suis en charge d'accompagner les entreprises des secteurs de la logistique et des transports dans la perspective de déployer des outils d'évaluation pour construire des process de sélection. J'ai également l'occasion d'intervenir en qualité de formatrice sur un de nos outils. Mon parcours, jalonné par les ressources humaines et le recrutement dans le secteur industriel. En fait, j'ai développé une véritable sensibilité aux thématiques de sourcing et d'acquisition de talents. Alors, aujourd'hui, on se présente à travers l'entreprise Pearson. Pearson est un éditeur de solutions d'évaluation RH. Alors, notre souhait, c'est de créer et monter des projets d'évaluation chez différents clients. Et c'est à travers effectivement notre fonction actuelle chez Pearson que Estelle et moi, en fait, on a fait ce constat que effectivement de plus en plus d'entreprises étaient en attente de process d'évaluation de compétences comportementales, notamment en présélection ou en sélection. Alors aujourd'hui, on va s'attacher à vous présenter notre projet de recrutement par compétences sur ce sommaire. Donc d'abord, un brin d'introduction sur les compétences et les compétences comportementales. Ensuite, le recrutement par compétences et quelques éléments de contexte. Bien évidemment, nous citerons les avantages pour vous et pour vos candidats de passer sur cette phase de recrutement par compétences. Et puis, on finira avec les solutions que vous avez à disposition pour proposer un processus de recrutement sur les compétences. Ensuite, on finira par un petit temps d'échange, questions-réponses. Alors, le premier volet, effectivement, c'est tenter de donner une définition des compétences. Alors, on s'est quand même rendu compte avec Estelle que c'était une notion un peu complexe à définir, qu'il n'y avait pas nécessairement un consensus, en tout cas qu'on pouvait retrouver beaucoup de terminologie derrière la notion de compétence. En fait, on va parler de savoir-faire, de savoir-être, de connaissance. Il a bien fallu arbitrer. Donc, nous, on a acté pour cette définition de Barthes et Terrell qui choisissent de définir les compétences, la compétence comme une aptitude de l'individu à mobiliser de façon dynamique des ressources hétérogènes en vue de produire le résultat attendu dans un contexte professionnel donné. Alors, dans cette définition, il y a véritablement plusieurs choses qui vont attirer notre attention. Déjà, on a une dimension dynamique de la compétence, c'est-à-dire qu'elle a une vision développementale qui est en action, qui peut même prendre racine dans l'apprentissage et l'expérience. Et c'est grâce à cette vision dynamique qu'on a une dimension de performance.
Il y a une autre thématique qui nous intéresse dans cette définition, c'est la notion de contexte. En fait, la compétence, elle évolue et elle existe parce qu'il y a un contexte donné qui permet de la rendre visible et qui induit une notion de résultat. En fait, la compétence, elle existe parce qu'elle va produire quelque chose. Mais il y a surtout une partie de cette définition qui nous intéresse, c'est la notion de ressources hétérogènes, de ressources plurielles. En fait, ça induit le fait de mobiliser différentes facettes, différentes composantes, et in fine, ce que l'on peut citer de ces différentes facettes, c'est qu'on va aller piocher dans la personnalité, les aptitudes, la connaissance. On va aller dans des notions effectivement d'attitude, de valeur. Et c'est bien cela qu'il faut comprendre dans cette notion de compétence, c'est qu'elle relève de la combinaison de plusieurs facteurs. Donc, quand on parle de compétences, on parle effectivement de mobiliser plusieurs sources à disposition, c'est bien ce sur quoi on va s'appuyer pour faire efficacement son travail. Et cette compétence, elle est soutenue par la multitude de dimensions à mettre en œuvre. Les compétences, elles vont être in fine évaluées au regard d'une fonction, d'un poste et d'un contexte donné, mais la subtilité de cette compétence, c'est qu'elle a cette notion de transférabilité. On va pouvoir effectivement se servir de cette compétence dans différents contextes. Et pour ne citer qu'une compétence aujourd'hui, par exemple la compétence à la collaboration au sein d'une équipe, heureusement, elle peut se transférer à différents contextes. Pardon. Alors, Claire vient de vous présenter effectivement la notion de compétence. Moi, je fais un tout petit focus sur la compétence comportementale. C'est encore une histoire de vocabulaire, de termes utilisés qu'on entend beaucoup sur le marché. On entend compétence comportementale, on entend savoir-être, on entend soft skills. Tout ça représente, on va s'entendre ici en tout cas pour dire que tout ça représente la même chose. Soft skills, c'est le terme, c'est l'expression qui a un peu le vent en poupe ces dernières années. Moi, je l'aime bien aussi parce qu'effectivement, soft skills, vous le savez maintenant tous très bien, soft, donc ce sont les compétences douces et ça va venir s'opposer aux hard skills qui correspondent davantage aux connaissances techniques, concrètes, factuelles. Alors, on vous a mis ici avec Claire quelques exemples de compétences comportementales. Elles sont pas complètement choisies au hasard, ces compétences-là. Vous savez que chaque année, il y a différents classements, top 10, top 5, top 3, des compétences comportementales, des soft skills indispensables, enfin les plus recherchées en tout cas par les recruteurs. Chaque année, voilà, il y a de nouveaux classements et on a fait un petit résumé de toutes les compétences qui sont ressorties ces dernières années et qui sont sorties aussi en 2023. C'est pas exhaustif, on n'a pas fait la liste complète, mais on voit bien que effectivement l'innovation, l'adaptabilité, la résilience, la résolution de problèmes, priorisation, pensée analytique, etc. sont des compétences particulièrement recherchées et sollicitées aujourd'hui sur le marché du travail. Ce que je vous propose, c'est de faire un focus encore plus précis sur un exemple qui est la pensée critique. Donc, on a choisi la pensée critique comme exemple de la compétence comportementale. L'idée ici, c'est de venir étayer la définition que Claire vous a présentée. Alors, encore une fois, pour être tout à fait honnête avec vous, on a choisi la pensée critique de façon pas du tout arbitraire, c'est pas du tout par hasard. Ça fait partie, vous l'avez vu sur la slide précédente, ça fait partie des compétences particulièrement recherchées aujourd'hui par les recruteurs. Et c'est une compétence d'actualité, bien sûr, et donc qui est très d'actualité chez Pearson. Voilà, on a différents outils, articles, livres qui traitent de la pensée critique. Donc, c'est un petit clin d'œil à toute cette actualité chez nous. Alors, chez Pearson, on détermine la pensée critique comme, selon le modèle RED, donc reconnaissance d'hypothèses, évaluation des arguments, déduction. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire preuve de pensée critique, il faut savoir prendre du recul par rapport à la multitude d'informations à laquelle on est confronté. C'est d'identifier les manques, qu'est-ce qui manque comme
informations, c'est d'aller chercher des informations complémentaires quand effectivement il en manque, c'est d'aller voir auprès des autres leur point de vue, leur position, leurs sentiments, c'est analyser avec une rigueur quasi scientifique tous ces éléments, toute cette information qu'on a à disposition, et c'est synthétiser ces analyses-là, synthétiser cette information pour à la fin prendre une décision éclairée, faire la bonne déduction et prendre une décision éclairée. Donc on le voit bien ici, la pensée critique c'est quelque chose d'assez complexe qui s'appuie sur plusieurs étapes. Encore une fois, je ne suis pas du tout exhaustive dans toutes les étapes que je vous ai citées, il y a plein d'autres étapes à faire pour faire preuve de pensée critique, mais on voit bien que c'est une notion complexe, comme le disait Claire tout à l'heure, et on voit bien qu'on va s'appuyer sur différentes ressources. Pour pouvoir faire preuve de pensée critique, on va s'appuyer sur différentes ressources. Alors, ce qui paraît assez évident, logique, et c'est ce à quoi on pense en premier, c'est évidemment des capacités d'analyse, de raisonnement, de logique, c'est ce qui se voit le plus, mais on va aussi faire appel à d'autres qualités, comme l'humilité, comme la curiosité, l'ouverture aux idées, l'ouverture aux autres, la confiance à l'autre, l'analyse de soi, voilà, le courage. Enfin bref, il y a énormément de qualités qui vont être sollicitées pour faire preuve de pensée critique. Donc on retrouve ce que Claire nous a expliqué, c'est qu'on va avoir un ensemble d'éléments constitutifs de la compétence. Alors, on s'est intéressé au recrutement par compétences il y a maintenant un petit temps, par opposition, mais en tout cas pas par opposition dans le sens où il y a une incompatibilité, mais parce qu'on avait un modèle de recrutement existant qui était celui du recrutement par métier. En fait, le recrutement par métier qui consiste à aller chercher les infos, des diplômes, de l'expérience à travers le CV, etc., montre à un certain moment certaines limites. En fait, c'est une méthode qui fonctionne, qui nous rassure. Elle est même indispensable dans certains secteurs, mais cette méthode, elle a présenté quelques limites parce qu'elle ne répond pas déjà aux qualités prédictives qu'elles peuvent nous apporter, et puis aussi parce que on a un besoin sur le marché qui a un peu évolué. Aujourd'hui, on recrute sur un marché qui est en tension, il y a une pénurie de travailleurs sur certains secteurs. Aller piocher uniquement chez les candidats qui ont le profil idéal, CV, diplôme, expérience, eh bien, quand on manque de candidats, c'est très limitant. Et puis, aujourd'hui, on a aussi de nouveaux candidats qui arrivent. Alors, il y a la génération Z, il y a toutes les nouvelles générations qui arrivent sur le marché de l'emploi, mais on a surtout aussi beaucoup de personnes qui arrivent avec des reconversions professionnelles. Donc, elles n'ont pas l'expérience attendue, mais par contre, elles ont les compétences à disposition. Alors, elles ont peut-être pas toutes les compétences, mais elles ont un socle de compétences qu'on a besoin d'aller peut-être tester, évaluer en situation de recrutement. Et donc, c'est parce qu'il y a aussi tout ce pool de personnes que l'on va faire évoluer, qui ont le souhait d'apprendre, qui peuvent évoluer en interne au sein de votre entreprise ou qui ont le souhait d'évoluer dans d'autres contextes, eh bien, il va falloir pouvoir les capter, aller les chercher. Et c'est là que le recrutement par compétences a du sens. Alors, il y a un avantage pour vous, c'est justement ce que je suis en train de dire, c'est que ça va vous permettre de capter de nouvelles candidatures, donc peut-être d'ouvrir et peut-être plutôt d'augmenter votre pool de candidats et aussi de pouvoir effectivement capter des candidatures quand à un moment, après un certain process de recrutement qui s'éternise et qui ne se boucle pas comme on le souhaite, il va bien falloir trouver une solution quand on est en peine de trouver un candidat. Donc, elle propose cette alternative. Alors, ce que je veux quand même bien éclaircir sur cette slide, c'est que ces deux approches, elles peuvent être complémentaires. Elles sont complémentaires pour la plupart du temps. Parfois, elles se substituent l'une à l'autre. Et ça, c'est notamment lié à des prérequis intrinsèques à des secteurs de recrutement, des secteurs du travail. Donc, on va retrouver ici quelques chiffres pour étayer nos propos, forcément. Donc, 60% des employeurs déclarent que les compétences comportementales sont plus importantes que les compétences techniques. Et puis, 75% des professionnels de recrutement estiment que cette méthode de recrutement deviendra une priorité. Alors,
effectivement, hein, ce recrutement, il est très présent aujourd'hui, très attendu. Il n'a pas non plus le vent en poupe partout, hein, même si peut-être il est sollicité sur des secteurs en tension, l'hôtellerie, le transport, etc. Il y a quand même des secteurs qui restent fidèles au recrutement par métier parce qu'ils ont des niveaux d'exigence élevés sur l'expertise, la connaissance, sur peut-être même les diplômes, et on les comprend, hein. C'est clair qu'on va pas aller recruter un ingénieur HSE sur un site Céveso parce qu'il a des compétences comportementales qui nous conviennent. Donc, il faut quand même aussi faire ce travail de bon sens, de se dire, si je vais sur le recrutement par compétences, c'est parce que derrière, au niveau du hard skill ou au niveau du contexte, voilà, on peut laisser une porte à la formation ou à l'intégration et à une montée en compétences petit à petit sur ces données-là. Alors, effectivement, Claire le disait et puis on le voit bien avec les chiffres qu'elle vient de citer, que de plus en plus, le recrutement par compétences est sollicité, est demandé, est nécessaire. Encore une fois, tout dépend des contextes, mais globalement sur le marché, on voit, un développement, une évolution assez forte de cette méthode-là. Alors pourquoi? Effectivement, il y a des éléments de contexte qui viennent expliquer tout ça. Le premier élément que je veux partager avec vous, c'est l'évolution du marché. Alors, on a un chiffre ici qui dit que 50% des métiers de demain n'existent pas encore. C'est une estimation. Voilà, ce que ça veut dire, la notion que ça donne, c'est de dire que aujourd'hui, il y a des métiers qui n'existaient pas hier. Demain, il y aura des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Ça sous-entend aussi que certains métiers disparaissent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons déjà perdu des métiers d'hier et demain, certains métiers d'aujourd'hui n'existeront plus. Voilà, bon, vous comprenez la logique. Dans les nouveaux métiers qu'on a déjà aujourd'hui, on peut parler d'ingénieur en IA, architecte big data, domoticien, responsable de l'expérience collaborateur, etc. Donc tous ces nouveaux métiers, et ça va continuer, ça va même de plus en plus vite en fait cette évolution-là. Donc on a des nouveaux métiers. Ça entraîne de nouveaux secteurs, c'est-à-dire que certains secteurs qui étaient sous-représentés se développent de plus en plus, d'autres ont tendance à disparaître ou à se réduire. Donc il y a une vraie évolution de cette cartographie en fait des métiers sur le marché du travail, et donc les entreprises doivent s'adapter et les candidats aussi doivent s'adapter, encore plus avec la carrière qui s'allonge. Voilà, on a de plus en plus besoin d'être dans un apprentissage permanent, dans une notion de formation continue. Et puis, on est de plus en plus confronté à plusieurs vies professionnelles tout au long de sa carrière. Donc ça, c'est une vraie tendance du marché, on le constate tous, et ça vient modifier du coup notre façon de recruter. Les nouvelles technologies aussi, ça nous impacte énormément. On a du coup plus de possibilités, puisque plus de moyens techniques à sa disposition, mais tout ça, ça vient modifier notre façon de travailler, ça vient modifier notre rapport à l'information. On parlait de la pensée critique tout à l'heure, voilà, c'est évidemment très important. Notre rapport au temps, à l'instantanéité, hein, bien sûr, notre rapport à la collaboration, au contrôle, au management. Donc, toutes ces nouvelles technologies, elles sont pas neutres aussi dans leur apparition. On a aussi toutes les nouvelles générations. En tout cas, ce que ça veut dire quand on parle de nouvelles générations, c'est voilà, c'est que les générations qui se succèdent, celles qui partent puis celles qui arrivent sur le marché du travail, elles sont porteuses de nouvelles envies, de nouvelles attentes, de nouvelles valeurs, de nouvelles conceptions du sens au travail. Et donc tout ça, ça va encore une fois modifier le marché du travail, et donc on va voir apparaître de nouvelles pratiques, de nouvelles organisations. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette évolution, ce changement-là, il est de plus en plus rapide. On l'a vu hein, avec la crise sanitaire qui est venue encore une fois accélérer tout ça, mais ça n'a été qu'un accélérateur, c'est-à-dire que ça bougeait avant et puis ça va continuer à bouger après. Hein. Mais on a tous vécu, on a tous assisté à cette modification du marché du travail. Et donc, il faut s'adapter et il faut adapter ces méthodes de recrutement. Alors, on le disait également un petit peu plus tôt,
on s'adapte aussi parce que ces secteurs, les fameux secteurs en tension, ont besoin de se renouveler, ont besoin d'emprunter de nouveaux chemins, des chemins moins empruntés. Donc 82% des recruteurs déclarent rencontrer des difficultés à recruter, et notamment parce que il y a une vraie problématique autour du sourcing, autour de la disponibilité des candidats sur certains secteurs. Les secteurs les plus impactés sont les secteurs du commerce, du transport, de l'hôtellerie, de la restauration, du numérique. Et ils ont dû se renouveler, faire preuve de curiosité pour attirer sur ces nouveaux candidats. Et c'est comme ça qu'on a vu arriver, je dirais, les nouvelles campagnes de recrutement sans CV. Et donc, ça veut dire du recrutement sur des compétences à aller développer, à aller accompagner, notamment sur de la formation peut-être hard skills. En fait, là, ce que ça veut dire, c'est que les secteurs, certains employeurs sont prêts à prendre le pari d'avancer avec un candidat en le formant, et pour ce pari-là, il a besoin quand même de s'appuyer sur des choses concrètes, des choses saillantes, et c'est le recrutement sur les compétences qui prend le dessus. En 2018, donc c'est aussi pour venir compléter ce que Estelle disait, mais avant la crise, en fait, on était déjà en train de s'intéresser de façon significative à cette notion de compétences, parce qu'en fait, on déclarait déjà que en fait le diplôme c'était pas un critère essentiel pour recruter sur certains secteurs. Alors, on va retrouver Estelle, si tu veux, excuse-moi, tu voulais peut-être nous citer un exemple. Peut-être rapidement. Alors, du coup, rapidement, juste pour illustrer ce que tu disais, effectivement, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai travaillé quelques années, disons, sur le secteur du numérique, et c'était un de mes principaux dilemmes. Le secteur du numérique, effectivement, est un secteur pénurique parce que tout le monde veut les mêmes candidats, même diplôme, même parcours, enfin même école, etc. Donc il y a certains candidats qui sont sursollicités avec plus de 5 sollicitations sur LinkedIn par jour et du coup des salaires qui augmentent, etc. Et donc des entreprises qui sont vraiment confrontées à cette incapacité à recruter. Le seul moyen pour eux, c'est de décaler, c'est de faire des compromis sur leurs attentes. Et donc soit on fait des compromis sur les hard skills, sur les connaissances, et on se dit que on va bien évaluer vraiment, on va vraiment sécuriser son recrutement sur les compétences comportementales et puis on va l'accompagner sur les hard skills. Soit on prend quelqu'un qui a un bon background technique et on le fait monter en compétence sur les soft skills pour le coup, mais il faut s'assurer à minima de son potentiel d'évolution. Donc dans les deux cas, voilà, le recrutement par compétences apparaît comme une solution indispensable pour ces sociétés-là. Voilà, c'était le petit exemple, la petite illustration que je voulais vous présenter. Alors, les avantages, vous les saisissez de façon, je dirais, elles sont glissées dans tout notre discours aujourd'hui, mais les avantages du recrutement par compétences, c'est déjà de pouvoir fiabiliser son recrutement. En fait, quand on recrute sur la base des compétences, qu'on soit d'accord, on va pas recruter en évaluant la compétence en tant que telle. On revient à la définition initiale. Une compétence, c'est une combinaison de plusieurs facettes. C'est les éléments constitutifs qu'on va évaluer et qui effectivement sont évalués avec des outils qui ont des qualités scientifiques. C'est bien les outils que vous utilisez qui vont fiabiliser votre recrutement. Cette évaluation, elle va vous permettre effectivement d'identifier les prédispositions, les ressources de votre candidat pour occuper le poste. Donc, c'est bien dans une perspective de projeter le candidat sur le contexte donné qu'on se positionne sur ce type d'évaluation pour, in fine, en fait, connaître les zones d'effort, connaître les zones de confort du candidat. En fait, cette fiabilisation du recrutement, elle se base dans tout un processus d'évaluation de toutes les constitutions, de toute la partie constitutive de la compétence, et ça vous permet aussi de mieux rencontrer, entre guillemets, votre candidat, parce que quand vous identifiez les zones de confort, quand vous identifiez les ressources du candidat, eh bien, en fait, ce que vous faites, c'est que vous projetez, vous le visualisez, et là, pour vous, c'est l'avantage de pouvoir identifier sur quel parcours de carrière vous allez avancer avec ce candidat, ou peut-être de vous dire non, l'effort, il est trop compliqué. Donc, c'est en utilisant ces outils que vous fiabilisez votre recrutement.
Un autre avantage très fort pour les entreprises, c'est le fait que ce type de recrutement-là est vecteur de diversité. Quand on recrute sur une école type, un diplôme, un parcours type, tous nos candidats, eh ben, on a un effet où on recrute un peu des clones et donc on a quelque chose d'un peu appauvrissant, voilà, en termes de compétences. Ce que ça veut dire, c'est que quand on ouvre sur d'autres critères, quand on prend l'angle de vue du recrutement par la compétence, on va permettre à cette diversité d'exister au sein de l'entreprise. On va faire rentrer d'autres pratiques, d'autres approches, d'autres visions, d'autres compétences, et on va vraiment avoir cette diversité au sein de l'entreprise. On va avoir cette complémentarité basée sur cette inclusion. Ça va être le socle aussi de ce qu'on appelle l'intelligence collective, hein, pour mettre en commun différentes compétences variées avec chacune leur apport. On va stimuler aussi l'enrichissement mutuel. Donc c'est un peu l'effet boule de neige à partir du moment où on insuffle quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas encore et qui sort un peu des standards de l'entreprise. Ben voilà, on amène cette diversité, cet enrichissement et cette culture peut-être plus aussi de collaboration éventuellement. En tout cas, ce que ça permet, ça c'est certain, c'est que ça permet l'innovation. L'innovation, elle est indispensable pour une entreprise pour faire, pour montrer sa différence par rapport aux concurrents. Et l'innovation, elle n'est possible que dans cette diversité, que dans cette richesse-là. Et ça constitue vraiment un avantage concurrentiel pour les entreprises dont elles ne peuvent pas se passer, surtout sur les secteurs extrêmement concurrentiels, hein, justement. On parle beaucoup avec Claire du point de vue entreprise, hein, c'est le prisme qu'on a pris dans cette présentation, mais je pense et je sais que Claire est d'accord avec moi, il ne faut pas oublier la posture, enfin le vécu du candidat, qu'est-ce que lui il perçoit dans ce type de recrutement-là. Et je pense que vraiment le candidat, il a tout intérêt à se saisir de ce principe de recrutement par les compétences. On l'a dit déjà plusieurs fois, les carrières s'allongent, elles sont moins linéaires, on va avoir une diversité au sein d'un même parcours. Et donc, c'est assez important, je pense, pour le candidat de se saisir, d'être acteur de ce genre de processus, parce que c'est l'occasion pour lui de faire un point sur ses points forts, sur ses zones de développement, sur ses potentiels, sur ses préférences, sur ses envies, sur ses valeurs. C'est l'occasion de se questionner et de mettre en avant surtout tous ces éléments-là. Et donc, c'est la possibilité d'être recruté sur d'autres critères que les choix qu'il a fait précédemment en termes de diplôme ou de postes qu'il a acceptés par le passé. Donc c'est vraiment loin de mettre dans des cases, en fin de compte, ce recrutement-là, il permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Alors sur cette dernière partie, on va effectivement vous proposer différentes étapes qui vous permettent effectivement de garantir la fiabilité et puis de performer dans le recrutement par compétences. Il y a une première étape qui est citée ici, qui est déjà de définir les compétences attendues. Ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais en fait c'est un travail vraiment important au sein de l'entreprise, au sein des équipes, c'est de parler le même langage. Sinon, on se retrouve avec une compétence qui est difficile à mesurer, qui est difficile à évaluer, qui n'a pas le même sens pour tout le monde, ce qui serait effectivement très embêtant. Donc, lors d'un recrutement, mais peut-être même avant tout ça, au sein de l'entreprise, c'est travailler sur un socle de compétences, donner des définitions, et ces définitions, ensuite, elles ruissellent sur les recrutements spécifiques. Donc c'est un travail collectif, c'est un travail en partenariat qui vient éliciter les compétences et leur définition derrière. Il suffit pas de mettre un titre et puis d'avoir deux trois petites informations. C'est œuvrer à trouver du consensus au sein de votre entreprise. Et puisque tout va ruisseler de cette étape-là, il faut pas la négliger. Donc c'est effectivement une première étape qui se positionne, voilà, comme un travail de point de départ. Oui,
Un travail indispensable de point de départ, et de ce point de départ-là, on va pouvoir déterminer qu'est-ce que je vais venir évaluer pendant mon processus de recrutement. C'est-à-dire qu'on l'a bien dit avec Claire tout à l'heure, on ne va pas nécessairement venir évaluer la compétence en tant que telle, puisque c'est une notion très complexe, mais on va venir évaluer les éléments constitutifs dont on vous parle depuis tout à l'heure. Et donc, il faut définir pour chaque compétence attendue quels éléments constitutifs, quelles ressources je vais venir interroger, je vais venir évaluer pendant mon processus. Il y a une troisième étape qui ensuite, lorsque vous avez identifié l'élément constitutif à évaluer, eh bien, c'est d'aller piocher dans les outils d'évaluation à votre disposition. Ce sont des outils qui, nous vous encourageons à ce qu'ils soient psychométriques, qui démontrent de bonne qualité scientifique et dans lesquels vous pouvez aller piocher dans les familles d'évaluation sur l'intelligence générale spécifique, sur des aptitudes intellectuelles, sur l'évaluation de la pensée critique, sur aussi des outils d'évaluation de la personnalité, des valeurs. Et puis, si l'étape 1 et 2 est un petit peu délicate à mettre en place chez vous, au sein de vos entreprises et de vos organisations, il y a aussi des nouveaux outils qui sont arrivés sur le marché et qui vous permettent d'avoir une première étape et une deuxième étape d'ores et déjà prédéfinies pour vous, pour ensuite proposer une évaluation par rapport à un métier donné. Cette étape de sélection des outils, elle va vous permettre de garantir un niveau de qualité prédictif et c'est une étape qui ensuite vous permet de mesurer les compétences qui vous paraissent les plus pertinentes. Donc, on a cette évaluation des ressources à disposition du candidat. Et la quatrième étape qui me paraît indispensable, c'est le temps d'échange, l'entretien avec le candidat. Alors, bien sûr que pendant un processus de recrutement, il y a différents temps d'échange, il y a différents moments, différents entretiens. Moi, je veux vraiment faire un focus ici sur 2 temps extrêmement importants dans ces échanges-là. Le premier temps qui me semble indispensable, c'est après la passation des tests dont Claire vient de vous parler, mais c'est évidemment de prévoir un temps de débriefing, d'investigation avec le candidat sur les résultats de ces tests. L'idée, c'est une fois qu'on a eu ces tests qui sont passés, on va pouvoir travailler avec le candidat. C'est vraiment un travail en binôme, en quelque sorte, sur comment définir son fonctionnement global, sur ses moteurs, sur ses projections, sur ses préférences. Donc, il y a vraiment un travail d'investigation, travail dans lequel le candidat, encore une fois, est complètement actif pour vraiment définir, encore une fois, ses zones de confort, ses zones de développement, son potentiel, etc. etc. Donc ça, c'est extrêmement indispensable. Il ne peut pas y avoir tout un processus sans un entretien, sans cet échange-là qui est extrêmement précieux. Et bien sûr, je vous invite aussi à au minimum un deuxième temps d'échange qui consiste à évoquer ensemble avec le candidat. Encore une fois, on a un partenaire dans ce dispositif-là. Il faut partager avec lui les caractéristiques du poste, les difficultés, les attentes, la projection dans l'entreprise, etc. Parce que c'est là où on va pouvoir, avec le candidat, faire une sorte de matching entre son profil, force, compétences, potentiel, aspiration, etc. Les caractéristiques du poste, on va pouvoir définir ensemble, effectivement, le challenge que ça représente. Est-ce qu'il est suffisamment challengé? Est-ce qu'il sera suffisamment challengé? Est-ce que ça correspond à ses attentes? Est-ce que la marche est trop haute? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Et donc, on peut aussi évaluer à ce moment-là la projection du candidat sur le poste et dans l'entreprise. Et sur cette étape numéro 5, qui est en fait le début, je dirais, d'un parcours professionnel au sein de vos entreprises, et quand on a fait un petit peu le pari d'aller sur de l'évaluation par compétences, ça veut dire qu'on est aussi prêt à travailler avec votre candidat qui devient un collaborateur, à son intégration, qu'on est peut-être prêt à aller sur de la formation, que ce soit en hard skills ou tout simplement juste un bon accompagnement sur de la prise de poste. En fait, le recrutement par compétences, typiquement, c'est celui qui est extrêmement mobilisé sur de la détection de potentiel managérial, de la DPM. Et quand on fait de la DPM, on cherche à savoir si le candidat qu'on a en face de soi, qui est peut-être un candidat interne ou externe, détient les ressources pour devenir demain un manager. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore si il n'a pas encore managé, donc on ne sait pas dire s'il est compétent. Par contre, ce qu'on veut savoir, c'est s'il en a
les compétences déjà, mais ça veut dire que demain, quand on va lui proposer une évolution ou qu'on va l'intégrer sur une fonction, on va quand même l'accompagner. On va quand même lui proposer une intégration, en plusieurs étapes, surtout si, comme elle disait, tu le disais Estelle, si la marche, elle est quand même importante, hein. Donc cette étape de onboarding, de formation hard skills ou soft skills et cet accompagnement, elle va, permettre de boucler cette boucle de plusieurs étapes, aujourd'hui. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui, de l'étape 1, définition de qu'est-ce que je cherche, de quoi j'ai besoin, à l'étape 5, j'intègre, jusqu'au bout et j'accompagne jusqu'au bout mon collaborateur. Tout ce processus-là, il fonctionne avec chacune de ces étapes. Voilà, aucune n'est accessoire. C'est extrêmement important de bien le comprendre. Toutes sont extrêmement importantes quand on parle de recrutement, par les compétences. Alors, on vous a présenté, je vois beaucoup de questions sur comment faire, les outils, etc. Donc, effectivement, on a synthétisé ici, quand vous aurez la présentation, vous pourrez cliquer sur les liens et avoir plus d'informations. On a synthétisé les différents outils qui se rapportent aux différents propos qu'on a pu avoir avec Claire. On arrive tranquillement à la fin de cette présentation qu'on avait prévue avec Claire. Ce que je peux vous proposer, c'est de prévoir un temps du coup de questions-réponses. Alors, merci déjà à Claire et Estelle pour vos interventions et vos éclairages à chacune. Effectivement, vous êtes nombreux, chers participants, à avoir posé des questions, donc je vous propose de les passer en revue et de vous les poser, Claire et Estelle. Alors, on avait une question. Est-ce que le recrutement sur les soft skills a réellement sa place pour les carrières de l'IT et de l'ingénierie ou n'est-il ou restera-t-il qu'un complément à l'évaluation des hard skills dans les métiers notamment de l'ingénierie, de l'IT et de l'industrie? Bah, je me lance en premier, Claire, puis tu complètes si tu veux. Mmh. Ça dépend. L'IT, c'est un secteur qui est très large. Dans l'IT, on n'a pas que des profils hyper techniques, hein. On a des managers, on a des commerciaux, on a des ingénieurs avant-vente, etc. Donc, on a toutes ces fonctions qui vont être hybrides, qui vont, c'est ce que je disais tout à l'heure, et solliciter du hard skills et solliciter des soft skills spécifiques. Donc, c'est l'alliance des deux. Claire le disait, hein, le recrutement par compétence et le recrutement par métier sont complémentaires. Donc, c'est là où effectivement ils vont être complémentaires. Et puis, il y a certaines fonctions très spécifiques, Claire le disait tout à l'heure, où la certification ou la connaissance technique prime et que c'est un indispensable. Ça n'empêche pas de vérifier que les soft skills soient quand même au rendez-vous, mais effectivement, le levier numéro 1, ça sera quand même la certification, la connaissance technique. Et si je peux me permettre, alors en ayant une maîtrise un petit peu moins avancée que toi, Estelle, sur ce secteur, il y a quand même une compétence clé hyper importante dans ce secteur-là. Et il me semble que toutes les personnes qui interviennent en qualité de UX, des purs développeurs, etc., sont des learners en fait, sont des profils qui arrivent à apprendre et sont en constant apprentissage, je dirais. Et donc là, il y a quand même une compétence comportementale qui est hyper intéressante à aller creuser malgré tout. C'est cette compétence à l'apprentissage qui en plus va être attendue, je dirais, demain sur tous les métiers, puisqu'il va falloir changer de métier, il va falloir développer de nouveaux apprentissages, etc. Mais par exemple, cette compétence, elle est pertinente et elle peut quand même être proposée. Et je dirais que si en face de vous, vous avez un candidat qui performe pas forcément sur cette compétence, ça peut être un peu limitant peut-être sur certaines fonctions, etc. Ça reste voilà des options. Et puis ensuite, la compétence comportementale, c'est en fonction de votre besoin. Si demain vous avez besoin de quelqu'un qui soit déjà à jour sur tout ce dont vous avez, sur tous les aspects technologiques et techniques, effectivement, peut-être le recrutement par compétences va pas vous correspondre à 100%. En même temps, en allant sur cette option-là, vous allez peut-être proposer de l'accompagnement et de la formation un petit peu plus capé pour l'intégration en poste, hein. Bah, merci Claire et Estelle pour cela. Il y a une autre question en fait qui a intéressé plusieurs participants. Comment procédez-vous lors des entretiens pour baser vos questions essentiellement sur les soft skills? Est-ce que vous procédez différemment qu'un entretien classique?
Je sais pas. Oui, je ne sais pas si tu veux prendre le point, Claire, mais juste pour donner rapidement ma vision. Alors déjà, ce dont moi je parlais tout à l'heure quand je parlais d'entretien, c'est l'entretien d'investigation. Donc c'est à l'appui des résultats qu'on a après les tests, et c'est ça qu'on va venir, ce sur quoi on va venir échanger avec le candidat. Donc ça, c'est une chose. Si on parle vraiment d'un entretien pur où on va creuser comme ça certaines soft skills spécifiques. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si on a le temps de développer, mais oui, moi j'utilise la méthode de STAR où ça amène le candidat finalement à nous donner des exemples très concrets de situations dans lesquelles il a pu mettre en œuvre la compétence en question. On va se baser dans ce principe-là sur la transférabilité dont parlait Claire tout à l'heure, la transférabilité des compétences. Donc on va venir le chercher, même sur si on est du junior, on peut très bien parler de ses loisirs ou de sa vie privée. Enfin voilà, mais à quel moment j'ai commencé à mettre en œuvre cette compétence que le recruteur me demande d'illustrer. Donc la méthode STAR, vous pourrez regarder, c'est assez connu sur Internet, c'est vraiment creuser sur une situation précise. C'est là où on va structurer son entretien et pas juste poser des questions un peu plus aléatoires, quoi, si je peux dire comme ça. Oui. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, et pour compléter, en fait, l'entretien classique versus l'entretien d'investigation, il a un point de départ différent. C'est que dans l'entretien d'investigation, on va se baser sur les résultats que le candidat nous donne, c'est-à-dire son autodescription. C'est ça qui se passe dans une phase d'évaluation, et c'est sur la base de ces résultats, et parce qu'on a le contexte toujours en tête, qu'on va aller aussi orienter ces questions. On a besoin d'aller confirmer justement cette zone d'effort, cette zone de confort, ces ressources. Il va falloir faire verbaliser quand même la personne, pour voir et sentir aussi, pas que d'un point de vue subjectif, mais la maturité que la personne elle a, son niveau de maturité sur la façon dont elle peut se décrire et se projeter demain sur votre contexte de recrutement. Alors justement, c'est lié aussi avec une question, comment peut-on évaluer les soft skills d'une personne sans passer par des tests, notamment des tests de personnalité, lors d'un entretien? Justement, la valeur des tests, qu'est-ce que ça apporte vraiment à cela? Alors on peut, encore une fois, avec cette méthode STAR dont je parlais en entretien, on peut construire un entretien structuré autour de l'évaluation des compétences. La question, c'est la notion de qualité prédictive. C'est ce dont parlait Claire, c'est-à-dire dans un entretien, on induit beaucoup plus de biais, de subjectivité, même si on s'efforce d'être objectif, on induit beaucoup de choses qui peuvent potentiellement polluer notre évaluation. Donc, utiliser des outils qui sont construits sur des bases scientifiques, etc., nous permettent d'objectiver cette évaluation. Et dans les études, on montre bien que ces outils-là sont les plus prédictifs de la performance en fin de compte. Donc, on peut, mais est-ce qu'on le fait parfaitement bien? Voilà, c'est ça la question. Oui, parce que au-delà des outils qui sont présents sur le marché, il y a pas mal d'outils, dont vous avez peut-être entendu parler, de la mise en situation, du jugement situationnel, des assessments, etc. C'est vrai que ces outils sont présents, mais ont des qualités prédictives inférieures aux outils que nous on propose aujourd'hui. Donc c'est possible, mais par contre, en fait, c'est pas parce que vous avez assessé un candidat dans une situation donnée que, en fait, sa performance demain sera au niveau escompté, parce que on en revient au même, cette qualité prédictive est moindre dans des mises en situation ou des situations de jugement situationnel, etc. Très bien, on va juste prendre une dernière question parce que le temps file. Quels sont les plus gros risques du recrutement sur la base des compétences comportementales? Claire, tu veux te lancer, mais j'en vois un déjà. Vas-y. Le premier que je vois, ça serait d'avoir une vision trop extrême, soit sur une vision ou soit sur une autre. Faire que du recrutement par compétences et oublier la notion de connaissance, de prérequis en termes de connaissances techniques, par exemple, on en parlait tout à l'heure, ça serait une erreur. Et il faut bien savoir marier l'ensemble et avoir une vision large, voilà, de l'ensemble des éléments dont on a besoin. Donc, à un moment donné, même si je suis potentiellement un très très bon manager, s'il faut absolument que je connaisse les marchés financiers et que je les connais pas et qu'on n'a pas le temps de me former, voyez ce que je veux dire. Il faut quand même être pragmatique aussi. Il faut garder ça.
Ouais, le risque, c'est de croire aussi que, votre candidat, voilà, il a les compétences, mais demain il sera compétent, comme ça et il saura, voler de ses propres ailes. Le risque, c'est effectivement, de se dire que, ça suffit. En fait, c'est ce que tu viens de dire Estelle, hein, ça c'est un grand risque. Donc vous devez quand même, être lucide sur le besoin initial, et le risque, c'est aussi de se baser sur des compétences qui vont pas être sollicitées demain sur le poste, hein. C'est aussi un risque, c'est de se dire, j'évalue des compétences qui forgent le socle, des compétences de mon entreprise, de nos valeurs et cetera. Mais il se peut que sur certains postes, sur certaines fonctions, sur certaines responsabilités, cette compétence, elle soit pas hyper sollicitée. Et donc, enfin voilà, c'est des contresens en fait. Le plus grand risque qu'on peut faire en, je dirais en recrutant sur la base uniquement des compétences, si on n'a pas fait ce bon travail de mapping. Voilà. En tout cas, merci à vous. Il y a énormément encore de questions auxquelles Oh là répondre, là. mais on vous invite vraiment à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre, en tout cas. Voilà, écoutez, merci. En tout cas, merci Estelle et Claire d'avoir animé ce webinaire et à vous, participants, d'y avoir participé, de l'avoir suivi. Voilà, donc on vous rappelle que ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez tout à fait regarder le replay. Et puis, voilà, et n'hésitez pas également à vous tenir au courant de notre actualité sur notre page LinkedIn. Pearson Talent Lens, on vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.